C'est une demande ici d'un abonné Top Premium. On va parler aujourd'hui de Universal Music Group. Et vous savez que j'aime bien le secteur des médias d'une manière générale. Et je pense qu'au prix actuel, Universal est très intéressant. Mais comme d'habitude, il y a des problèmes au sein de ce type d'entreprise-là. Euh, cette compagnie, et je le dis ici premièrement, même pas premièrement, elle a un avantage concurrentiel. Mais cet avantage concurrentiel va avoir tendance à être de plus en plus, de moins en moins fort à long terme. Mais quand je dis long terme, ce n'est pas dans 10 ans, hein, peut-être plus que ça. Parce que elle est indispensable au secteur, aux compagnies de streaming, que ce soit Spotify, Apple Music, etc., TikTok, tout ce que vous voulez. Mais dites-vous également que pour les plus grosses, notamment les Spotify, à long terme, on pourrait se passer du Universal. J'ai bien dit à très long terme, on va le dire comme ça. Pourquoi? Parce que, un, ils ont les datas et ils vont se lancer dans la production tôt ou tard. Ils ont déjà commencé avec les podcasts, donc il faut déjà le voir aujourd'hui. En supplément de ça, les artistes sont de plus en plus indépendants. Ce qui veut dire que, euh, dans le sens où je n'ai pas besoin en réalité d'une major pour distribuer ma musique sur Spotify, sur Deezer, en un claquement de doigts. Non, je n'en ai pas besoin. Parfois, il y a juste des logiciels qui peuvent le faire ici. Et je garde la plupart ici des revenus pour moi. Donc, dites-vous qu'à long terme, s'il y a de plus en plus d'artistes indépendants, ça va être compliqué. Et quand je dis de plus en plus, les gros artistes sont indépendants. Vous avez les Drake, les Taylor Swift, etc. Donc, tu n'as pas besoin. On n'est plus dans l'ancien monde où les séances studio coûtent cher. Derrière, avec à la maison, je peux avoir un studio de musique littéralement avec moins de $500. Et les gens, il y a des personnes qui ont produit ici des, 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 des hits avec juste des, 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 des instruments, même pas des instruments, mais de l'équipement ici de base. Ça ne remplace pas la qualité, etc. Par exemple, vous avez c'est un rappeur, vous avez les Larry June, qui est très intéressant d'ailleurs à étudier. Quand on regarde à peu près l'univers autour de la musique, c'est quelque chose d'intéressant. Je pense qu'il y a, pour ceux qui suivent enfin, je suis un amateur de musique, c'est pas que je suis un amateur de rap. Vous savez que je préfère généralement le jazz personnellement. Mais regardez par exemple ici, on va prendre quelqu'un comme Larry June. C'est un rappeur, hein. Je ne sais pas si ça va vous plaire ou pas du tout. Mais regardez l'émission, par exemple, Roule avec Driver. J'aime bien, il raconte bien les histoires ici. Roule avec Driver, je pense que c'est une émission. Voilà, c'est ça. Larry June roule avec Driver. C'est pas trop par rapport à l'histoire de Larry June, mais c'est surtout, enfin oui, on va parler d'histoire de Larry June ici, mais ce qui est intéressant ici, c'est sur YouTube. Mais ce qui est intéressant ici, c'est surtout le fait que cette personne-là est devenue, voilà, il a fait des millions de dollars ici en étant indépendant. Il n'est pas le seul. Il y a Chance the Rapper, et puis il y a également beaucoup d'artistes ici, peut-être dans le domaine du rock, du jazz, etc. Donc, on n'a pas vraiment besoin de major pour vraiment, pour avoir du succès. OK? Et donc, c'est un risque pour les compagnies comme Universal. Mais elles ont un avantage également, Universal, et Sony, Warner, etc. Elles ont de l'argent. Donc, elles ont l'envergure, elles ont également la structuration nécessaire pour parfois découvrir des artistes, investir, parce que c'est de la finance. Je te donne $100, tu produis 2 albums, je prends 90% des revenus de ces albums-là au cas où ça pète. Donc, si l'album fait 10 milliards, je prends 90% de 10 milliards, oui, il te restera quelque chose. Mais si l'album fait, disons, moins de $100, bah, techniquement, tu me dois encore de l'argent. Donc, je vais quand même continuer à recouper cet argent-là dans tout ce qui concerne ici le publishing, etc., jusqu'à ce que tu ne me doives plus rien. Et à partir de là, tu pourras peut-être gagner un petit morceau. Bref, vous savez que les artistes ne parlent jamais en bien ici des contrats de musique. On va toujours dire que non, mais ces contrats-là ne sont pas bien faits, machin truc. Alors, on n'est pas là pour parler de ça. Mais dites-vous ici qu'à long terme, une compagnie comme toutes les majors, généralement, auront ce problème. Mais l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles ont un catalogue parfois qui est intemporel. Vous voulez écouter du Michael Jackson, sauf si dans 100 ans, on n'écoute plus de Michael Jackson. Bah, dites-vous ici que il va falloir que vous fassiez affaire uniquement avec qui? Universal. Vous voulez écouter les premiers albums de Drake? Il va falloir que vous fassiez affaire avec Universal. Ça ne veut pas dire ici que, vu que Drake est devenu indépendant, on ne peut pas racheter son catalogue. Parce que les artistes vendent leur catalogue, ça a de la valeur.
Rappelez-vous, pour ceux qui suivent par exemple MC Solar, pendant très longtemps, ses premiers albums n'étaient pas disponibles sur les compagnies, sur les services de streaming parce qu'il y avait des problèmes avec les, les- les maisons de disques, etc. OK? Donc, ça a une certaine valeur. Alors, pour moi, je disais que à long terme, et ça ce n'est que mon avis, hein, elles pourraient développer leur propre service de streaming. Entre elles, elles se mettent à trois, les grandes majors, et développent leur propre service de streaming. Où elles pourraient se rémunérer à, voilà, comme elles veulent, etc. Mais si elles dépendent énormément, elles vont toujours un tout petit peu dépendre de Spotify, de tout le reste ici. Mais à long terme, ça va devenir une relation qui sera très déséquilibrée. D'accord? Le long terme, ce n'est pas dans 10 ans, hein. Faites attention, il y a plus d'années que ça. Donc dites-vous ici que quand on étudie une entreprise, on l'étudie d'abord face, même pas d'abord, on l'étudie face à ses concurrents, face à ses clients, face à ses fournisseurs. Si tu as un client aujourd'hui qui est Spotify, qui devient, euh, enfin, je ne dirais pas que c'est notre fournisseur parce qu'il distribue notre produit, donc pour distribuer notre, disons que c'est un client. Si tu as un client qui devient un concurrent demain, ça c'est problématique. OK? Mais à court terme, ici, disons, sur les 10, 15, 20 prochaines années, ils auront besoin de nous. Après également, il y a tout ce qui concerne ici les à côté avec les shorts où tu peux mettre de la musique, que ce soit les reels où tu peux mettre de la musique, TikTok. Donc il y a plusieurs façons aussi de monétiser également ces éléments-là. Qu'à cela ne tienne, il faut avoir les risques en tête. Alors, quand on va analyser justement quand on va analyser l'avantage concurrentiel de ce business-ci, vous allez voir une chose. Je vous ai dit la dernière fois que quand on analyse le mot, ce que je veux que vous fassiez maintenant, il ne faut pas que vous preniez l'entreprise en gros. Vous pouvez prendre grosso modo toute l'entité, comme je le fais ici. Je lance la demande, la réponse est simple, le mot est étroit et il est de moins en moins, il est de plus en plus étroit, on va le dire comme ça, donc il se rétrécit. Et le mot ici, il est principalement lié aux intangibles, ce qui est totalement normal, le catalogue, etc., la relation avec les artistes, etc. Et le switching cost, notamment avec les contrats ici sur les compagnies de licence. Faites attention parce qu'il y a un deal ici, enfin, qu'on appelle ici streaming 2.0. Je vous laisse aller voir à peu près à quoi ça ressemble, à quoi ça pourrait, ça peut-être eu un impact sur tout ce qui concerne le service de streaming en date d'aujourd'hui. Grosso modo ici, ce n'est pas que ça, hein. Avec l'ère de l'IA, les gens peuvent tricher avec les services de streaming. Vous savez, avant, c'était celui qui a le plus d'écoute ici, gagne le plus d'argent. Or, maintenant, ce n'est pas que ça. Ah non. Le volume ne signifie pas que vous allez gagner autant. Quelqu'un peut faire 10 milliards de streams et gagner moins que quelqu'un qui fait, par exemple, 1 million de streams. C'est possible. OK, donc maintenant, c'est plutôt la qualité. Je vous laisse aller voir cet article-ci. C'est sur eMusician. Prenez ici Streaming 2.0, tout ce que vous devez savoir. C'est important d'aller regarder si ça vous intéresse. OK, donc c'est un très bon article. On ne va pas parler de ça ici, mais voilà, vous avez l'information. Maintenant, on revient ici sur l'avantage concurrentiel. Donc, vous voyez que l'avantage concurrentiel sur le switching cost est l'intangible. L'intangible, c'est vraiment ça qui va être vraiment très, très durable. Le switching cost, il va être plus fragile à long terme. Comme vous allez voir ici, bon, de manière générale, l'intangible est attaqué notamment par rapport au fait que les artistes deviennent indépendants, etc. Mais je vais vous dire ici que oui, c'est un risque, mais ces artistes-là également, certains vont vendre leur catalogue. OK? Et s'ils vendent, on sera là pour acheter. Ça nous coûte un peu plus cher, mais techniquement ici, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas découvrir d'autres artistes qui seront plus grands que ceux-là dans 5 ans, 10 ans. Si on a eu des Michael Jackson, on a des Drake aujourd'hui, on aura sans doute ici d'autres Michael Jackson et Drake dans une centaine d'années. Je n'en sais strictement rien du tout. Mais la façon de produire, la façon de distribuer est de plus en plus accessible à monsieur et madame tout le monde. C'est un peu comme avec ce qu'on fait présentement. Nous sommes sur YouTube. C'est un média. Et si c'est un média ici, avant, pour parler comme ça, je devais faire quoi? Il fallait que j'aille à la radio, dans les journaux, ou bien que, voilà, je me trouve une audience, je ne sais pas, peut-être en faisant du porte-à-porte. Mais aujourd'hui, une vidéo, 2, 3, 4, 5, 6, boum, l'algorithme, voilà, et tu trouves ton audience. OK? Donc, si on revient à la façon dont on doit regarder le mot ici, on va faire simple. Je vous ai dit, regardez, la première question qu'on pose, qu'est-ce que l'entreprise fait? Une fois qu'on a cette information-là, quels sont les segments d'activité? La raison pour laquelle on pose cette question-là, c'est parce qu'on veut apprécier l'avantage concurrentiel dans chacun de ces segments-là. Parce qu'une entreprise peut avoir plusieurs segments d'activité qui sont complètement différents. AWS et même si Amazon segmente ce produit, c'est par rapport à Amérique du Nord, international et AWS. En réalité, Amérique du Nord international, c'est tout ce qui réunit ici le retail, la publicité, etc. Quoique peut-être que la publicité est séparée, mais bref, c'est un élément qu'il faut regarder ici. Donc,
AWS a des dynamiques différentes ici de tout ce qui concerne ici le retail de manière générale. C'est pour ça qu'il faut segmenter. Donc, si on prend par exemple Microsoft, Microsoft vend également des micro-ordinateurs, donc qui ont des marges bien moins élevées, qui ont peut-être un mode très peu élevé, ou bien pas du tout de mode de manière générale. Pourtant, c'est inclus dans le chiffre d'affaires. Ça peut rapporter beaucoup d'argent, mais ce n'est pas forcément le cœur même du mode de cette compagnie-là. Alors, la question que je pose après, c'est mode analysis by segment product. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Hein. Moi, je mets ça comme ça. Et maintenant, on va faire ceci. 1. Musique enregistrée, 76% du chiffre d'affaires ici par rapport à 2025. Actif intangible, coût de changement, ce sont les modes dominants ici. Et il est plutôt en décroissance et il est étroit comme mode. Il vous explique pourquoi. D'accord? Ensuite, édition musicale. Il est plutôt également étroit et il est stable. Je dirais même que c'est même celui qui va avoir tendance à être euh, de plus en plus prononcé demain. Après, vous avez le merchandising qui représente à peu près 6 à 7% ici du chiffre d'affaires sur lequel il n'y a pas de mot littéralement. Merchandising ici, c'est tout ce qui concerne ici les t-shirts, les machins, voilà. Il n'y a pas de mode dessus. Je sais pas, à part si vous avez une marque forte ici, mais voilà, il n'y a pas de mode dessus. Alors, la question que je lui pose en fait, c'est explique comment chaque segment fonctionne et à quoi il sert. Ça, c'est une très bonne question. Parce que là, il va prendre chaque segment, il va dire ce que possède ce segment. UMG détient ici les droits sur l'enregistrement sonore, appelés les masters. Un master, c'est la captation audio précise d'une chanson. Donc, la version exacte que l'auditeur entend généralement ici sur Spotify ou bien à la radio. Ce droit est distinct du droit de la composition elle-même, donc les paroles et la mélodie, qui appartient à un éditeur musical. Donc, vous pouvez entendre l'audio, etc., mais après, vous avez les paroles, oui, parce que la personne qui chante, ce n'est pas forcément la personne qui a écrit la chanson, ce n'est pas forcément la personne qui a fait le beat, d'accord? C'est même peut-être que ce n'est même pas forcément la personne qui a composé la chanson. Donc, il y a plusieurs personnes qui rentrent dans la production, dans tout ce qui concerne ici les droits d'auteur par rapport à un son bien précis. Donc, vous allez voir, par exemple, quand on va vous dire ici que, je prends un exemple, là, vous allez vous étonner qu'il y a des... Jay-Z a écrit des chansons, par exemple, comme... comment on appelle encore ça, là, cette chanson-là dans un album que j'aime bien de Drake, pas de Drake, mais de Dr. Dre, c'est le premier album ici. Oh, j'oublie le nom ici. Bon, bref, c'est pas plus important que ça. Mais il a écrit des chansons depuis très longtemps pour beaucoup d'artistes. Ce qui veut dire qu'il n'a pas besoin de chanter pour gagner de l'argent. Kanye West également l'a fait. Je cite cela, mais dans d'autres domaines musique, dans d'autres styles de musique également, il y a des gens qui écrivent, qui ne font qu'écrire de manière générale d'ailleurs, qui ne font que ça, qui ne chantent même jamais, ou bien même qui n'ont jamais chanté. Comme il y a des personnes qui font juste des beats. Donc, eux aussi, ils gagnent de l'argent et peuvent gagner également beaucoup d'argent. Alors, comment l'argent entre ici? Simple. Lorsqu'un artiste signe avec un label comme UMG, comme Interscope, comme Motown, comme Def Jam ou bien Capitol, faites attention, tous ces labels-là appartiennent à UMG, d'accord? On a souvent UMG, c'est celui qui chapeaute tout le monde, mais derrière, il y a plusieurs petits labels ici qui sont spécialisés. Motown, c'est peut-être tout ce qui concerne ici, peut-être la musique noire, mais par exemple la soul ou bien le blues, voilà. Def Jam, ça peut être tout ce qui concerne le hip-hop, le R&B. Capitol, ça peut être peut-être le rock. Bref, chacun a sa spécialité. Et puis vous allez pouvoir avoir plusieurs petits labels qui ont parfois les mêmes spécialités ici. Bref, donc le label finance l'enregistrement, le studio, la production, le marketing et la promotion en échange. L'artiste cède en général pour la durée du contrat ou parfois pour la vie du copyright la propriété du master au label. Donc le label collecte ensuite l'intégralité des revenus générés par ce master, que ce soit avec le streaming, la vente physique, le téléchargement, puis reverse à l'artiste une part convenue au contrat, généralement entre 10 et 25% donc du revenu après avoir d'abord récupéré l'avance versée à l'artiste. Si je te donne 1 million, tant que tu n'as pas vendu au moins pour 1 million, tu n'as rien. Si ça dépasse 1 million, c'est à partir de là que tu commences à avoir un pourcentage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à quoi ça sert ici dans l'économie du groupe? C'est le moteur principal du groupe avec 76% du chiffre d'affaires. Donc, le segment gagne de l'argent de deux façons distinctes. D'une part, en signant continuellement de nouveaux artistes et en pariant sur les futurs succès, ce qu'on appelle le contenu frontline, par exemple, en moins de 3 ans ici. D'autre part, c'est le plus important ici pour la stabilité du groupe, en exploitant indéfiniment un catalogue ancien, appelé contenu catalogue pour plus de 3 ans ici, qui représente à peu près 66% ici du chiffre d'affaires enregistré
enregistrés et physiques au sein de UMG. Donc concrètement, les titres de Bob Marley, de Elton John continuent de générer des royalties de streaming chaque jour, des décennies après sa sortie, sans coût de production additionnelle. Ça, c'est la beauté du business. Après, vous avez l'édition musicale. Bon, je mets ça ici. Je vous laisse aller lire. OK. Vous avez également le merchandising. Je mets ça ici. Je vous laisse aller lire. Si vous êtes dans le top premium, vous pouvez me demander. Je vous enverrai ici le lien direct ici de cette conversation. OK. Donc, bref, maintenant, on sait à peu près comment ça fonctionne. On sait à peu près quels sont les différents types de modes ici, dépendamment des segments d'activité. On va passer à l'analyse quantitative. Et une fois que vous savez ceci, vous savez, bon, voilà, pour moi, je ne serais pas étonné de voir de très bons résultats, enfin pas de très bons résultats, de belles marges ici, parce que dites-vous ici que ces entreprises vont demander de plus en plus d'argent aux compagnies de streaming, qui, elles, peuvent donner en date d'aujourd'hui parce qu'elles ne détiennent pas de catalogue de Bob Marley, etc. Il y a des gens qui demandent, s'il n'y a pas de ce type de catalogue, peut-être que les gens ne vont pas suivre, ils vont perdre des clients. Ou bien il y aura, les gens vont, s'il y a moins de personnes sur un site, la publicité n'aura peut-être moins de valeur. OK? Donc, ou bien il y aura moins d'annonceurs, pas que la publicité aura moins de valeur, il y aura peut-être moins d'annonceurs. Donc dites-vous ici que pour le moment, les compagnies de streaming n'ont pas le choix que de travailler avec celles-ci. Mais à long terme, ça va se passer comme avec Netflix. Je ne vous avais pas dit que ces entreprises-là vont avoir tendance à consolider parce qu'on achète le catalogue. Par exemple, je sais que AMC va se faire acheter. C'est une entité comme AMC Entertainment Holding. Eux, ils vont se faire... Non, c'est AMC X, attention. AMC Global Media, eux, ils vont se faire acheter. Ils ne peuvent pas survivre seuls. Ils vont se faire acheter. Vous pouvez voir avec ce que Comcast est en train de faire. Donc, il y a un gros changement ici. Quand un secteur d'activité est en difficulté, avant même qu'il ne meure, il y a consolidation. Donc, avant même que vous pensiez que les logiciels vont mourir à cause du Gen AI, il y aura consolidation. Bref, c'est un secteur qui me passionne énormément. Donc, je vais essayer de couper court ici. On va aller à l'analyse quantitative pour la partie la plus facile ici. Vous pensez que le stock picking, c'est l'analyse quantitative ici, les amis? Rejoignez le bootcamp, parce que je suis sûr et certain que vous allez changer d'avis littéralement. OK? Je rappelle ici que le bootcamp commence le 1er du mois d'octobre. On a uniquement 30 places. Les tarifs évoluent chaque semaine de manière générale. Ils évoluent à la hausse. Donc, je vous laisse ici voir à peu près quels sont les éléments qui sont inclus ici à l'intérieur. N'attendez pas le 1er octobre pour venir vous abonner. D'accord? Enfin, s'il reste encore des places. De toute façon, je suis sûr et certain qu'on aura atteint ce chiffre-là avant la fin, d'ici quelques temps. Bref. Toutes les informations sont en description de la vidéo. Si vous avez des questions également ici, vous avez un élément, vous avez une page où vous pouvez poser vos questions. Alors, je rappelle ici que pour tous ceux qui adhèrent dans le bootcamp ici, vous avez également la possibilité, vous avez 1 an d'abonnement dans le top premium ici. Et également, vous recevez les prompts de base. On va vous montrer comment est-ce qu'on analyse également une entreprise avec ces prompts de base-là, après avoir analysé manuellement. Oui, parce que c'est ça qu'on fait d'abord. Parce que ça nous permet ici de double vérifier. Comme je l'ai dit toujours, l'IA est entraînée pour vous raconter des bêtises de manière convaincante. Or, si vous ne savez même pas dans quoi est-ce que vous mettez les pieds, comment est-ce que vous saurez qu'on vous raconte des conneries? Donc, notre rôle avant tout, c'est de faire à ce que vous évoluez dans un environnement où la véracité des réponses est très élevée. C'est ça qu'on cherche. Et ça, c'est la clé. Si vous posez les mauvaises questions, vous aurez les mauvaises questions, les mauvaises réponses. OK? Et si vous posez même une bonne question, sans structurer l'endroit où l'IA va aller récupérer ces réponses-là, vous pouvez vous retrouver ici avec des éléments qui ne sont pas très pertinents. Je dis ça, je ne dis rien. Ne me croyez pas sur parole. Allez vérifier vous-même. OK? Je reviens ici au niveau de l'analyse quantitative, qui est la partie qu'on aurait pu faire. On peut faire ça en deux secondes. La marge brute diminue. Mais on ne peut pas conclure ici que c'est forcément mauvais si on ne regarde pas la marge EBITDA. Rappelez-vous une chose également, sur la partie sur la partie production musicale, les artistes vont demander de plus en plus d'argent. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Les artistes, si de l'autre côté, vous ne pouvez pas demander de plus en plus d'argent aux compagnies de streaming, ça va être compliqué. Marge brute ici, c'est plutôt, disons, voilà, c'est stable. Donc, le fait que la marge EBITDA ait perdu près de 6% ici, depuis les plus hauts, la marge brute, ça n'a pas vraiment d'impact sur la marge EBITDA. OK? Ensuite, je vais comparer ici les margins de net income par rapport aux margins de free cash flow. On les met sur le même graphique, on récupère ceci. Vous voyez que c'est du papier à musique, c'est bien réglé, on aime ça. Mais on a eu des marges de 7%, là on a du 13% par là. Ça fait quand même beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on a une pression à ce niveau? OK? Ensuite, donc ici je prendrai les net, et encore même que je pourrais faire les net income, les normalized net income margin.
Ça va également dans le même sens. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé ici au niveau des dépenses opérationnelles. OK? Peut-être que c'est une charge non financière, etc. Mais nous, on est là pour observer. Parce qu'on a déjà déterminé que c'est une entreprise qui nous intéresse. Moi, j'aime bien ce business. Donc, je l'ai déjà mis dans ma watchlist. Ce serait une entreprise ici intéressante à suivre à long terme. Ensuite, dette nette sur EBITDA. Alors, elle peut avoir une dette nette de log de 5 fois l'EBITDA ici, ça ne me dérange pas. OK? Il y a de grandes chances que bon, ces entreprises vont avoir tendance à faire des acquisitions, mais vraiment des petites acquisitions, parce que entre elles, les majors, ça va être difficile pour elles de fusionner. Donc, entre Sony, et quand je parle de Sony, là, dans Sony, en passant, on me demande souvent d'analyser Sony. Sony est un conglomérat. C'est très difficile à apprécier. Il faut le séparer en plusieurs morceaux. La partie qui produit, qui fait des télévisions, qui fait ici, je ne sais pas moi, tout ce qui concerne ici les petits produits du quotidien, la partie qui fait ici les jeux vidéo, la partie qui fait de la musique. Donc il y a tellement beaucoup, il y a trop de choses dans Sony. Il faut séparer. C'est pour ça que c'est important de regarder en plusieurs segments d'activité. Quand vous allez regarder Samsung, c'est la même chose. Séparer en plusieurs segments. Faites une somme des parts. Pendant que vous êtes là, parce que je sais que c'est comme ça que j'arrive toujours à vous avoir pour que vous vous intéressiez aux entreprises qui sont intéressantes ici, vous avez Live Nation. Ça, c'est le dernier élément qui va mourir. C'est la période ici, c'est l'été, il y a beaucoup de concerts, etc. Vous avez sans doute assisté à un festival et parfois, ça appartient à Live Nation. Ça, c'est la partie qui ne va pas mourir. Vous avez peut-être, vous achetez peut-être vos tickets à Ticketmaster, etc. Donc ça, c'est un business intéressant. Même si ce n'est pas beau à voir en termes de marge, mais regardez là du point de vue cash flow opérationnel. On revient ici, on termine. Combien de fois les bénéfices on va payer pour ce type d'entreprise aussi? Alors, la qualité du business, c'est un business qui peut se négocier à 20 fois les bénéfices. Parce qu'elle a un catalogue irremplaçable. En tout cas, au moins pour les 20 prochaines années. Ce n'est pas un business que je vais payer à 25 fois les bénéfices. Donc, ici, le premier niveau, ça sera 20 fois les bénéfices. Le deuxième niveau, ça sera 25 fois les bénéfices, au cas où il y a une exagération. Parce qu'on a un catalogue irremplaçable. Faites attention. Mais cette dépendance-là au service de streaming, ça peut être... pour le moment, ils ont un pricing power. Mais comme je l'ai dit, à long terme, ça peut de plus en plus se détériorer. Alors, ce que je vais faire ici, ce qu'on va faire, on va prendre deux niveaux. OK? Moi, j'aime prendre maintenant les cash flows. C'est un business qui reste prévisible, 66% du temps ici, même si vous allez mettre, en termes d'historique, on n'en a pas énormément. Donc, on va rester très calme à ce niveau-ci. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est ceci. J'aurais pu me projeter ici par rapport à 2028, etc. Mais on va faire simple. Prenons d'abord ce qui est attendu en 2026. Point à la ligne. N'allons pas plus loin que ça. Prenons 20 fois les cash flows opérationnels. Ça fait 22 dollars. Ça fait à peu près 22 euros. Moins la dette nette. On a une dette nette ici de combien? 22 moins la dette nette. 22. On a une dette nette de combien? C'est une compagnie européenne, donc je n'aurai pas l'information ici. On va laisser ça, voilà, une dette nette de 2 dollars. Donc, on va le laisser comme ça. C'est pas énorme non plus. Attention, il ne faut pas que je dise des bêtises ici. Dette nette ici. Est-ce que je peux avoir la dette nette ici par action? De long terme dette. Bon, c'est pas plus grave que ça. Net dette, 5 milliards divisé par le nombre d'actions, 1 milliard 850. Donc, 5 milliards divisé par 1 milliard 850 moins 22, ça donne à peu près, oui c'est ça, 19 dollars, c'est 22 ou 21 moins, c'est ça, 22, donc ça donne à peu près, premier niveau c'est 20 dollars, enfin 19 dollars, on va le mettre comme ça, ok, donc ici, prix actuel il est intéressant. Maintenant si je me base à peu près sur les 15 fois les cash flows, ça fait 16 dollars 27, si on enlève ici 2 dollars à l'action, donc 16,3 moins 2,7, on est à peu près aux alentours de 14 dollars par là, dont l'entreprise est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Ça n'a pas pris en considération énormément de croissance au-delà de 2027. Donc, comme je l'ai dit ici, au prix actuel, on ne surpaye pas. Donc, je dirais même que c'est une entreprise intéressante pour ceux qui cherchent le dividende, etc. Voilà, il y a de grandes chances que ça continue à augmenter, ce genre de choses-là. Voilà, vous connaissez la chanson. Donc, pour moi, au prix actuel, l'entreprise est intéressante. Je prendrai la borne supérieure. Et donc, je mettrai ici mon target price, je mettrai ça aussi ici, aux alentours ici des 19 euros. Et c'est 19 euros, ça donne à peu près, on est dans entertainment, donc je viens ici, entertainment, donc c'est E. Où est-ce que j'ai ça? Voilà, entertainment. Je vais actualiser.
pour que ça apparaisse dans ma watchlist. Et là, je repars sur Entertainment, j'ai UMG et je mettrai 19 € ici. Je préfère mettre 19 €. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas atteindre le 24 € quoi que ce soit, parce que si on prend la borne supérieure, imaginez que si les bénéfices attendus en 2026, 2028 se réalisent à 20 fois les cash flows ici, ça fait moins de 2 $, donc on est à 25 ici. Et ça correspond à 25 fois les bénéfices. Comme je dis, elle pourrait mériter 25 fois les bénéfices, faites très attention. Là, j'essaie d'être assez, voilà, je suis même conservateur en date d'aujourd'hui. Le plus important ici, c'est de déterminer si cette compagnie mérite mon attention ou pas. Et je pense que le prix actuel, voilà, je pense qu'au prix actuel, ça va être oui. Donc, je mets X20 OCF de 2027. C'est bien ça? Non, 2026 plutôt. Donc les OCF de 2026, ça dit qu'on n'a même pas extrapolé en date d'aujourd'hui. On a pris les attentes de 2026. Et comme vous pouvez le voir ici, les attentes en question, par rapport il y a un an, sont de moins en moins élevées. Même celle de 2027 et également celle de 2028. Donc vous pouvez voir ici que ça veut dire ici qu'il y a quelque chose qui se passe au sein de cette compagnie sur le plan, sur la période actuelle. Ça peut être temporaire ou durable. Maintenant, à vous de voir, lisez vos rapports financiers, écoutez vos conférences calls. Sinon, je pense qu'on a fait le tour sur Universal. Pour le reste ici, je pourrais également regarder la compagnie qu'on appelle Tikeo. C'est du divertissement, donc tout ce qui concerne l'UFC, ce genre de choses-là, ça va se retrouver ici. Je pense que Warner également, Warner Music Group est également coté en bourse, donc ça peut également être intéressant à les regarder. Si on regarde du Warner ici, on a des marges bénéficiaires de 10%, free cash flow margin ici. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs de regarder cette compagnie, tout ce secteur d'activité. Vous voyez qu'ils ont des marges bien moins élevées que la compagnie qu'on appelle Universal. OK? Bref, ça peut être intéressant. Celle-ci se négocie également une quinzaine de fois les cash flows opérationnels. Hein, donc WMG. MG. Voilà. OK. Donc si on a WMG ici, on dézoome un tout petit peu. Je regarde les cash flows opérationnels ici, qui sont un tout petit peu plus stables. Si on applique à peu près le même raisonnement que tout à l'heure, 29 $. Bref, je pourrais faire une vidéo indépendante par rapport à ça. Je pense qu'on va trouver que c'est correctement évalué dans le meilleur des mondes ici. Enfin, dans le meilleur des cas, ça va être correctement évalué parce qu'il y a également de la dette ici. Est-ce que je me trompe? Voilà. Excusez-moi, j'ai un problème, c'est que si je me mets à faire quelque chose, il faut que je le termine. Ça fait 8,20 $ ici. Donc ici, 15. Donc, si on la prend 20 fois les bénéfices, ça fait 31. Et ici, ça donne à peu près 21. Donc, on va admettre que si l'entreprise est correctement évaluée, je prendrai la borne supérieure ici. Voilà, donc ça fait à peu près, je mettrai 31 $. Donc, je dirais que l'entreprise ici a également un prix intéressant. Et ceci n'est que mon avis. Donc, deux choses l'une. On vient de faire on vient d'analyser deux entreprises ici. C'est plus facile de le faire. Donc, je pense que je vais mettre 21 ici. C'est bien ça. Moins 8 ici, ça donne bien 21 $. Non, 31 $ plutôt. C'est ça. Où est-ce qu'on a? OK. Entertainment. Voilà. Donc, je mets 31 $. Je mets la date d'aujourd'hui. Bim badaboum. Même si la vidéo n'existe pas. Peut-être qu'on en fera une indépendante ici. À X20 OCF de 2026. Bref, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, rejoignez le bootcamp pour ceux qui veulent apprendre à faire du stock picking sérieusement. Comme d'habitude, vous savez que les tarifs sont évolutifs. Et le bootcamp de février était moins dispendieux que celui de février, qui est également moins dispendieux que celui du mois d'octobre, qui sera lui également moins dispendieux que ceux de l'année prochaine. Je ne sais pas combien ça sera l'année prochaine, mais sans doute à des niveaux plus élevés. En tout cas, je vous laisse aller voir ça en commentaire pour ceux qui veulent nous rejoindre et merci à ceux qui ont déjà fait sauter le pas ici. Il y a de fortes chances que d'autres personnes nous rejoignent ici dans les jours à venir, surtout avant mardi. Regardez bien ce qui est inclus en description de la vidéo, enfin sur la page principale ici. Cliquez sur en savoir plus et on se donne rendez-vous sur les autres vidéos. Le dividende, etc. Aussi, cette compagnie, je pense qu'on en a déjà parlé. Vous pouvez déjà tirer vous-même les conclusions. C'est un business, un dividende qui est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Ça pourrait même intéresser des personnes qui recherchent d'ailleurs le dividende de cette compagnie-là.